Et oui, il n'y a pas qu'Élise et Martial qui en appellent à votre porte-monnaie. Cette année, je me plie aussi à cet exercice périlleux, mais incontournable pour notre liberté. En 2023, nous entrerons dans notre 10e année. 10 ans avec vous, les premiers donateurs et téléspectateurs, mais aussi 10 années durant lesquelles nous avons su séduire un public plus large et rassemblé derrière une vision de l'information loin du prêt-à-penser proposé depuis des décennies par la majorité médiatique. Notre travail, au cours de ces années passées, a donné naissance à une véritable identité médiatique façonnée par les personnes qui font vivre TVL au quotidien, les journalistes bien sûr, mais aussi les techniciens, en tenant compte de vos retours et de vos critiques constructives. En 10 années de rébellion contre un modèle médiatique à bout de souffle, nous avons développé les moyens de vous donner quotidiennement une information originale et à contre-courant. Ces efforts, nous acceptons de les remettre en jeu en vous sollicitant. Car si l'immense majorité des médias survivent grâce à la publicité et aux subventions, à TVL, nous fonctionnons sur le modèle du don, la garantie primordiale de notre indépendance. La pérennité de notre média dépend de votre soutien et c'est pourquoi je suis ici pour vous solliciter. Si vous aimez TV Liberté, si nous piquons votre curiosité, si vous croyez en notre utilité, soutenez-nous. Tous les dons ont leur importance et si tous les téléspectateurs de notre chaîne donnent, nous sommes assurés de poursuivre le chemin ensemble. Alors défendez votre média, donnez à TV Liberté. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la chance et le bonheur de recevoir ce matin Benjamin Ferrandon qui a traduit pour les éditions Artege un livre absolument magique qui s'appelle « Les grandes hérésies, l'Église dans la tourmente ». Alors rassurez-vous, la conclusion de Hilaire Belloc, puisque ce texte est de lui, est tout à fait optimiste. L'Église ne peut pas mourir. Vous avez même une expression très drôle. Elle a quelques rapports avec la résurrection. Sans aucun doute. Le petit. Donc, par les temps qui courent, c'est quand même très rassurant. Et c'est un livre d'un géant des lettres. C'est un livre très très bien écrit. C'est un livre... alors, Hilaire Belloc était l'ami de Chesterton. Et ce livre est aussi le fruit d'une amitié, puisque vous avez eu votre regard attiré par Hilaire Belloc, par notre ami Éric Audouard. Oui, notre ami Éric Audouard, que je connais depuis maintenant une bonne dizaine d'années, que je salue. Et... Alors, je rappelle aux auditeurs que Éric Audouard a, lui, présenté un autre personnage extrêmement haut en couleur, qui s'appelle Castellani, et son livre, le Verbe dans le sang, qui a été publié chez Pierre-Guillaume Deroux, et qui va être réédité avec d'autres, augmenté, une édition augmentée, et La vérité ou le néant, chez Artege. Et prochaine édition aussi Perspective libre. Exactement. Voilà, non, l'édition augmentée de Castellani, c'est à Perspective libre. Comme le vôtre, puis le second, après ce livre sur les grandes hérésies, vous allez proposer aux éditions Perspective libre la restauration de la propriété. Grand problème, grand sujet d'actualité, puisque un dénommé Schwab a décidé que nous ne possédons rien et nous serions heureux. Et notre ami Hilaire, puisqu'il est devenu vraiment quelqu'un de très proche pour moi, grâce à vous, avait le culte de l'amitié. Il a écrit quelques vers. Est-ce que vous pouvez nous les traduire, alors, ces vers ?
Oui, disons que c'était quelqu'un avec de multiples talents, qui était historien, qui était poète, grand homme de lettres. Oui. Et il écrivait des poèmes. Exactement. À la fin, disons, pour mes remerciements, j'avais ce poème sur lequel je tenais, sur justement le thème de l'amitié. Et alors, bon, pour avoir une traduction vraiment d'un poème comme ça en français, oui, ce serait pas évident. C'est juste l'idée. Disons, des premières maisons de l'enfance jusqu'à des fins qu'on ne connaît pas encore, il n'y a rien qui ait la saveur de la victoire que l'amour et les rires des amis. Voilà. Il a aimé une femme qui malheureusement est morte trop vite pour lui, et il a eu de grands amis. Dont Chesterton. Voilà. Alors, ce n'est pas un homme commode, c'est un homme qui était allergique au mensonge, à l'injustice et à l'erreur. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, pour et vivre. Par les temps qui courent, c'est pas... Disons qu'on a tendance à s'accoutumer au cocktail, comme je l'ai écrit dans le prologue. Et oui, c'était quelqu'un qui avait une conduite et une attitude très très combative, justement, par rapport aux mensonges et aux erreurs qu'il voyait se déferler. Ça lui a coûté cher. En un sens, ça lui a coûté cher, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait des aptitudes assez grande dès sa jeunesse, qui était donc franco-anglais, qui était né en France en 1870. À la Salle Saint-Cloud. À la Salle Saint-Cloud, exactement. Son domicile à la Salle Saint-Cloud avait été vandalisé à la suite de la guerre franco-prussienne. Et donc, son père est mort peu après. Et donc, la famille s'est installée avec sa sœur en Angleterre, à Londres. Famille qui était un petit peu désargentée, sa mère avait quelques dettes. Et donc, très vite, dans ses études, il a fait des piges. Oui, disons, un parcours universitaire assez brillant, et qui, disons, ne lui a pas permis à la fin de devenir, d'avoir une chaire d'histoire. Non, parce qu'il a dit au jury qui devait l'accueillir que leur méthode était obsolète et qu'il fallait faire différemment. Ce qu'on ne doit jamais faire à l'université. Non, jamais. Peut-être qu'il avait un côté un peu indiscipliné ou un peu frondeur. Mon maître Maurice Bardèche m'avait toujours dit, vous dites toujours aux professeurs que leur travail est essentiel et bien. Oui, disons qu'en particulier sur la question de l'histoire, il s'affrontait au narratif officiel de l'histoire, en particulier de l'histoire anglaise, sur justement un certain nationalisme, le protestantisme, la supériorité, bien sûr, avec l'Empire britannique, évidemment. Il était un petit peu en porte-à-faux avec cette histoire officielle. Ça lui a coûté Ça lui a coûté malheureusement de courir après l'argent toute sa vie. Ce qui est amusant, c'est l'incapacité de l'université, qu'elle soit anglaise ou française, à reconnaître les esprits brillants. Ça, c'est toujours fascinant, ça. Parce que ça devrait quand même être un aéropage de gens extrêmement lucides et désireux de découvrir des talents et l'intelligence. Or, non, en général, on les laisse de côté dans la misère. Le poids des modes. Alors, il a une vie tout à fait étonnante. Il va d'abord traverser l'Amérique à pied, il n'a pas de fric, pour aller rechercher une jeune fille qu'il a rencontrée en Angleterre. Et il va recommencer en allant de l'Est à Rome à pied. Oui, c'est un de ses premiers bouquins, peut-être un de ses grands chefs-d'œuvre, un récit de voyage, son pèlerinage qu'il a fait à pied depuis sa ville de garnison à Toul. Je vous avais dit qu'il était né en France. Il avait fait son service militaire en France, donc dans la Meuse. Et quelques années après, il décide de faire ce pèlerinage à Rome, à pied. Le bouquin est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on voit là la personnalité, la richesse de la personnalité du bonhomme, l'exubérance, le côté rabelaisien. Il aimait beaucoup Rabelais, par exemple. Et le bouquin est presque, très très réjouissant, presque intraduisible d'une certaine manière. On voit vraiment quelqu'un qui invente des poèmes, qui chante, Mais il faudrait quand même le traduire. Il faudrait, ce serait intéressant, mais à ce moment-là, il faudrait peut-être essayer de faire la même expérience et partir à pied
Oui, aussi mais jusqu'à Rome peut-être, de il Paris. y a beaucoup de gens qui aiment les livres de pèlerinage parce que comme ils sont obligés de pèleriner dans leur chambre, donc lire un livre d'un marcheur, c'est extrêmement amusant. Oui. Ouais, c'était un grand marcheur. Et alors, qu'est-ce qui lui a pris d'écrire sur ces hérésies? Quel a été le déclencheur? Alors, c'est un bouquin qui... Avant, peut-être, il faut dire qu'il a eu une activité politique. Il a été élu député libéral. Exactement, du Parti libéral en 1906. Disons que c'est une expérience qui a été un petit peu amère pour lui. C'est-à-dire que il était... À cette époque, disons que le Parti libéral vivait ses dernières années. Il était sur le point de s'effondrer dans les années 1920, il n'existera plus. Et il était scindé entre, disons, une vue à peu près traditionnelle du libéralisme, qui mettait l'accent sur, disons, la dignité et l'autonomie de la personne individuelle, du citoyen ordinaire, et un nouveau type de libéralisme qui, lui, disons, mettait en avant le rôle de l'État, comme presque tuteur des classes laborieuses. Peu à peu, disons, les grands, l'intelligentsia libérale était de plus en plus gagnée par cette doctrine nouvelle. Belloc était assez opposé à ces vues-là, et disons qu'au Parlement, il a vu, disons, que certaines des oppositions qui étaient mises en avant pour faire les gros titres de la presse et des oppositions politiques, finalement, ne recoupaient pas des véritables oppositions. C'est-à-dire que les dirigeants des principaux partis pouvaient s'entendre, évidemment, sur certains points, faisant un peu de leur désaccord une espèce de théâtre. Ils s'entendaient sur l'essentiel. Disons qu'il a été très, très marqué par cette expérience. Il a écrit plusieurs bouquins à la suite sur le système des partis. Il a vu de près l'affaire Marconi, par exemple, qui était un scandale de premier plan en Angleterre. Devenu classique dans notre Europe. Devenu classique, bien sûr, et en particulier nous en France, à cette période, fin du 19e siècle, début du 20e siècle. C'est tout simplement une affaire de collusion entre une grande société et le gouvernement, sur un contrat public. Donc tout ça, c'est que... Mais il a surtout surpris tout le monde. Sa première déclaration au Parlement, ça a été de dire, on lui dit, écrase-toi, ne parle pas de ton catholicisme. Et alors, il prend la parole. Messieurs, je suis catholique. Dans la mesure du possible, je vais à la messe chaque jour. Ceci, sortant un rosaire de sa poche, est un rosaire. Dès que l'occasion se présente, je m'agenouille et j'égrène ce chapelet. Si vous me rejetez à cause de ma religion, je rendrai grâce à Dieu de m'avoir épargné l'indignité d'être votre représentant. C'est quand même magistral. Génial. Alors, ça nous... Il sera élu. Oui, il sera élu. L'Assemblée est complètement... L'Assemblée en majorité protestante. Ça rappelle un peu la déclaration de Giorgia Meloni. J'ai eu l'impression qu'elle avait lu Hilaire Belloc. Oui, de là à faire un parallèle... Non, enfin, elle a quand même dit, elle a quand même fait une déclaration, je suis catholique, je suis une femme, et je suis... Bon, la comparaison s'arrête là, je suis d'accord. Alors, qu'est-ce qui l'a intéressé dans cette histoire des hérésies? Qu'est-ce qui a été le... Il faut voir que c'est un bouquin qu'il écrit, il a plus d'une 60aine d'années quand il écrit, il a énormément écrit, il y a plus de 150 bouquins écrits par Belloc, c'était avec une œuvre d'une diversité absolument incroyable, une diversité et d'une densité. Oui. On trouve des bouquins d'histoire, de la stratégie militaire, des bouquins de politique, des contes pour enfants. Disons que c'est un auteur qui a été un petit peu oublié de nos jours, en particulier en France. Ils sont édités, les contes pour enfants, en France? Ils sont édités. Alors en France, oui, ils ont été traduits, édités, ça n'a pas la même saveur qu'en anglais. Oui. Et il reste des classiques de nos jours. Oui. C'est-à-dire que des générations d'anglais, encore aujourd'hui, disons, sont plus ou moins instruits et habitués à lire les contes de Belloc. Et disons que cette question des hérésies, elle arrive finalement assez tard, c'est-à-dire que c'est une question qu'il a finalement travaillé pendant toute sa carrière, disons, et dont il a vu progressivement l'importance
Il a beaucoup écrit d'apologétique pour défendre l'Église catholique et la perspective catholique de l'histoire dans un pays où c'était pas évident du tout, un pays protestant, aristocratique, mercantile, ce qui lui valait bien sûr pas mal d'opposition, pas mal d'ennemis. Et finalement, cette question des doctrines est essentielle. J'ai par exemple une phrase qu'il a écrite sur un de ses essais sur le néopaganisme, où il dit ceci: « La lutte pour la bonne doctrine en théologie se double toujours d'une bataille pour la préservation des arrangements sociaux qui en procèdent. C'est pourquoi le combat contre la vraie doctrine est le plus vital de tous les combats. » C'est-à-dire finalement de voir que, surtout à son époque, aujourd'hui on voit les résultats de manière paroxystique, oui, mais que ces questions doctrinales n'étant pas comprises et elles sont même évacuées. Étant évacuées... Elles sont évacuées puisqu'on est dans une période où la laïcité, l'absence de religion est le seul credo. Et de voir finalement que tout ça avait des conséquences sociales, politiques et sur la vie concrète de tout un chacun. Et économique. Ouais. Incroyable. Ouais, incroyable. Ouais. Il dit aussi, parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est quand même un grand historien, au fond de tout conflit humain, il y a une opposition de nature théologique. Oui, c'est peut-être l'un des fondements et l'une des clés pour comprendre la pensée de Belloc. C'était une maxime qui lui avait été, dite par le cardinal Manning, oui, qui avait été un de ses professeurs, un de ses maîtres. Et oui, disons que quand on joue, d'une certaine manière, quand on joue sa peau, il faut y croire. Disons qu'il faut croire à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Et disons et ne pas baser, c'était quelqu'un qui mettait très haut la raison. C'était quelqu'un très rationnel. Très rationnel et qui était plutôt d'un naturel assez sceptique. C'était pas du tout un mystique, Belloc. Non. C'était vraiment quelqu'un de très très méthodique, avec même si on le compare à Chesterton, par exemple, Chesterton c'est un génie qui va un petit peu dans tous les sens. Oui. Lui est un terrien. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir son visage. Il a un visage de terrien. Il a un visage massif. Il est granitique. Oui, complètement. Ouais. Granitique. Un côté paysan ou marin, breton peut-être. Alors, on va tout de suite démontrer ce que vous venez de dire en évoquant cette première hérésie, l'arianisme, et comment elle est née, dans quel contexte sociologique, et comment elle s'est terminée. À grands traits, bien sûr. Alors, l'arianisme, au IIIe, IVe siècle de notre ère, disons, la révélation chrétienne avait amené énormément de débats, de discussions, en particulier sur la nature du Christ. Tous les débats christologiques de cette époque. Et disons que l'arianisme vient d'un prêtre oriental qui s'appelait Arius, pour qui Jésus-Christ n'était qu'un homme, un prophète, sans doute illuminé, avec beaucoup de grâce. Il lui reconnaissait énormément de vertus. Mais ce n'était qu'un homme. Disons que l'arianisme, on peut le voir comme un mouvement de rationalisation d'un mystère, en particulier le mystère de l'incarnation. Et alors, ce qui est intéressant, en particulier dans le chapitre sur l'arianisme, c'est de voir tout le contexte. C'est-à-dire que c'est une hérésie qui s'implante au sein de l'Empire romain. Et de voir comment certaines élites d'anciens intellectuels que vous appelez les bobos branchés. Oui, non, mais pas moi. De façon très amusante, parce que vous actualisez. Tout ce que vous écrivez est très actuel. Oui, c'est Belloc. C'est Belloc. C'est Belloc, ouais. C'est le texte de Belloc. Ouais, il n'a pas en anglais, il a dit branché. Je ne sais pas comment on traduit branché en anglais, mais oui. Vous avez adapté un peu. Sans doute, la traduction est toujours un travail c'est un travail d'actualisation. C'est complètement forcé. Et alors, les forces en présence, donc dans cette Rome qui, quand même, dans les élites, refuse ce christianisme qui est apporté par ce Moyen-Orient.
Oui, d'une certaine manière, le catholicisme commençait à devenir, en particulier avec Constantin, c'était la religion des masses, d'une certaine manière, du peuple. Et l'armée voulait à tout prix se distinguer. C'était vraiment l'institution de l'armée qui a finalement pris l'arianisme, s'est revêtu de l'arianisme et de l'hérésie pour essayer de se distinguer du reste de la population. Alors, dans cette histoire, mais qui est assez méconnue et vraiment fondamentale, c'est-à-dire que c'est une hérésie absolument fondatrice pour notre histoire. Le Concile de Nicée vient justement pour condamner les thèses des suiveurs d'Arius. Et alors il y a toute l'histoire de saint Athanase également, qui était un grand personnage, grand évêque d'Égypte, d'Alexandrie, qui a été excommunié, pas excommunié, mais disons qui a été condamné à l'exil plusieurs fois par l'empereur, qui lui, disons, était arien. Il faut voir, voilà, en général sur les hérésies, on voit toutes les répercussions, disons, sociales et politiques, comment certaines personnes, pour des questions de pouvoir, peuvent s'intéresser à ces questions doctrinales et religieuses pour mettre en avant une spécificité ou pour... bon, c'est une histoire absolument incroyable, disons, pour faire bref. Et aujourd'hui... Et comment ça se termine, cet arianisme? Bon, il y a le concile de Nicée, mais politiquement? Politiquement, peu à peu, l'arianisme va s'éteindre par justement les combats de l'orthodoxie, de gens comme saint Athanase, qui vont... Et le pouvoir politique aussi. Et le pouvoir politique, oui, bien sûr. Constantin va se... disons qu'après, nous arrivons vers la fin de l'Empire romain, donc il faut voir que toutes les petites chefferies barbares qui, disons, essaimaient au sein de l'Empire et qui, finalement, vont constituer tous les embryons des nations que nous connaissons encore aujourd'hui, au départ étaient acquises à l'arianisme, puisque c'était des gens qui étaient liés à l'armée romaine. D'où l'histoire absolument fondamentale de Clovis et du baptême de Clovis, qui intervient dans ce contexte historique-là pour, disons, mettre un coup d'arrêt définitif à la propagation de l'arianisme. Mais c'est dans ce texte de l'arianisme que Hilaire Belloc évoque le césarisme et l'importance du césarisme. Est-ce que vous pouvez développer? Oui, c'est-à-dire que dans ce chapitre, la manière dont Belloc parle du césarisme est un peu la manière dont lui voyait l'institution monarchique. C'est-à-dire qu'un rempart contre l'usurpation des puissants, en particulier des puissances d'argent. Financières. Exactement. Et un moyen de protéger les gens ordinaires. C'est la fonction d'un État, d'une certaine manière. Et de travailler pour le bien commun. Bien sûr, c'est-à-dire d'être fort contre les puissants et de pouvoir être un soutien pour les faibles. Ça devrait être la perspective permanente d'un État encore aujourd'hui. Monarchie ou pas, d'ailleurs. Mais disons il se trouve que jusqu'à présent, la République s'occupe assez peu du bien commun, et ça, c'est de pire en pire. J'ai immédiatement pensé à Maurras. Et il a rencontré Maurras. Belloc avait rencontré Maurras dans les années 20. Alors lui était un grand lecteur de la presse. C'était un homme de presse également. Il avait dirigé son propre journal, avec le frère de Chesterton d'ailleurs. Et il avait rencontré Maurras dans les années 20. C'est pas une rencontre qui a été... Bon, il était un petit peu sourd, le Maurras, il parlait un petit peu tout seul. C'était pas une rencontre plus fructueuse, disons. Il l'a sans doute lu. Bien sûr, il a lu Maurras. Alors je pense pas qu'on puisse vraiment faire un décalque, disons, de la doctrine de Maurras sur la pensée de Belloc. Non, mais on est quand même étonné. Il y a l'idée monarchique et le réel, le sens de réel, la nécessité du réel. C'est quand même flagrant. Il faut voir que Belloc, au départ, était quelqu'un de très... Et il est resté, tout comme Chesterton, c'était un démocrate conséquent. C'est justement un démocrate qui était très intéressé à la dignité et à la liberté des gens ordinaires, des petites gens, et qui, disons, qui était assez catastrophé de l'évolution qu'il voyait se dessiner de son temps, avec un État qui devenait de plus en plus omnipotent et qui était en mesure de
finalement de décider de la vie de chacun des concitoyens. Et petit à petit, il s'est rapproché de cette idée monarchique sur cette question justement de la défense des gens ordinaires et de pouvoir lutter contre les grandes puissances d'argent, les plutocraties qui triomphaient à son époque déjà et encore aujourd'hui. Très bien. Et alors, venons-en à cette deuxième... alors, il faut qu'on les nomme toutes les hérésies qui sont présentées. Donc, l'arianisme, l'islam, le protestantisme et le modernisme. Sans oublier l'hérésie albigeoise, les cathares. Et l'hérésie albigeoise, bien sûr. Donc, ce qui est intéressant dans le bouquin, si vous me permettez, oui. c'est aussi de voir, vous savez, c'est un panorama de l'histoire oui, de la chrétienté. Absolument. Et de voir que la lutte a toujours été engagée sur la question doctrinale, et que finalement, aujourd'hui encore, finalement, d'une certaine manière, aujourd'hui plus que jamais. C'est-à-dire qu'on pense aux hérésies à quelque chose du passé, de quelque chose de très ancien. On parlait de l'arianisme tout à l'heure, ça peut paraître ancien. Comme je vous le disais, les questions doctrinales ont des répercussions sociales absolument fondamentales. Aujourd'hui, on ne parle plus, d'une certaine manière, des hérésies. Ah, c'est interdit le mot. L'œcuménisme interdit le mot l'hérésie. C'est pas tant qu'il y ait une interdiction, mais d'une certaine manière, on peut penser et on peut dire que le temps des hérésies est passé. Surtout en particulier depuis la Réforme, qui a donné naissance à des, disons, où les questions doctrinales sont supplantées par des questions d'humeur. Et de plus en plus, finalement, ces hérésies se diffusent, puis ce sont des tendances d'esprit permanentes de l'esprit humain. Je l'ai dit ailleurs, mais d'une certaine manière, c'est une doctrine qui procède de la révélation chrétienne. C'est quelque chose de divin, de surnaturel. Et la tendance naturelle des hommes, d'une certaine manière, c'est de ramener à eux cette doctrine, soit en la rationalisant, soit en la sentimentalisant. Et par exemple, je parlais des cathares ou les albigeois. Bon, la question du manichéisme est quelque chose qui était présent avant le christianisme et qui a, disons, ce modèle et s'agrège ensuite, essaye de, disons, les cathares essayent de maintenir certains aspects de la doctrine, enfin, très peu catholique, tout en la subvertissant complètement, c'est-à-dire en prenant certains points de la doctrine pour la retourner contre elle d'une certaine manière. Hilaire Belloc le dit, et vous le remarquez bien dans votre prologue, c'est en fait l'hérésie saisit un point de la doctrine, refuse un point de la doctrine catholique, et donc fait un tort considérable, puisqu'il n'y a plus de... Complètement. Si vous permettez, il y a un mot de Chesterton qui est assez important pour vraiment saisir la question, en particulier aujourd'hui. Oui. Je vous le cite, c'est dans son grand bouquin Orthodoxie. Le monde moderne n'est pas mauvais. À certains égards, il est bien trop bon. Il est rempli de vertus féroces et gâchées. Lorsqu'un dispositif religieux est brisé, comme le fut le christianisme pendant la Réforme, ce ne sont pas seulement les vices qui sont libérés. Ils sont en effet libérés, ils errent de par le monde en faisant des ravages. Mais les vertus le sont aussi, et elles errent plus férocement encore en faisant des ravages plus terribles. Le monde moderne est saturé de vieilles vertus chrétiennes devenues folles. Elles sont devenues folles parce qu'on les a isolées les unes des autres et qu'elles errent indépendamment dans la solitude. Merci. On connaît l'expression « les vieilles vertus devenues folles », mais on n'avait pas tout l'ensemble. Exactement, et souvent on parle d'idées chrétiennes devenues folles, ce qui est quelque chose de très très différent, comme le remarquait justement l'ami Éric Audouard. C'est entre les vertus se combattent, se contestent, les idées se contestent, pas les vertus. Oui, mais si vous voulez, le mot « vertu » est complètement obsolète aujourd'hui. La vertu romaine, c'est compris du temps des Romains. Mais aujourd'hui, la vertu, c'est un mot qui n'est pas du vocabulaire courant. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme le dit justement Chesterton, on peut avoir tendance, vous savez, à prendre un aspect important d'une vérité qui, au départ, quelque chose de... Finalement, on vit sur un capital chrétien, on vit sur un capital de sainteté et doctrinal également, chrétien. Par exemple, on peut parler du libéralisme, mais aussi du communisme, aujourd'hui de l'écologisme, l'animalisme. Il y a toujours quelque chose d'assez vrai
au départ. Et il y a toujours quelque chose pris dans la doctrine chrétienne. Exactement. Saint François d'Assise était écolo. Oui, bon, Voilà. après, bon, c'est un peu anachronique finalement de le voir comme ça. Mais en prenant un aspect sans voir la proportion avec le reste finalement. Et aujourd'hui, ce point d'équilibre, de proportion absolument nécessaire, on le trouve nulle part ailleurs que dans la doctrine chrétienne. Et ça, je veux dire, c'est pas le fait d'être catholique qui permet de le dire, mais par la raison, par la connaissance de l'histoire, on arrive à, disons, ces choses-là doivent être évidentes. Mais encore faut-il savoir d'où procèdent les hérésies, de la doctrine chrétienne, savoir ce qu'elle est, s'y intéresser. La nécessité de la raison, le poids de la raison qui amène à respecter et honorer cette religion catholique, c'est une idée finalement qui revient bien à la mode. Je ne sais pas si je rappelle aux téléspectateurs que nous avons fait ici une émission avec ce livre de William Slattery, qui était un prêtre irlandais qui vit aux États-Unis, comment les catholiques ont bâti une civilisation. Et puis, le livre récent, Mathieu Lavagna, Soyez rationnel, devenez catholique. Et avant, une femme qui vit à Rome, Marie-Christine Cerutti, les vrais rationnels sont catholiques. C'est une idée, une tendance actuelle qui, on a l'impression que Hilaire Belloc a fait des émules. Je ne sais pas si c'est une tendance, c'est juste un constat, c'est une évidence d'une certaine manière. Que trois écrivains remettent ça en premier plan, si vous voulez, et ce sont des livres qui sont remarquables et qui répondent aux tristesses de notre époque. C'est pour ça que je les mets en valeur, comme le vôtre. C'est-à-dire que finalement, le ferment chrétien est la seule, disons, c'est la seule garantie d'un ordre qui puisse rester humain. Et disons qu'aujourd'hui, on le voit, c'est-à-dire dans toutes ces aberrations, je vous ai parlé tout à l'heure, animalisme, écologisme, un libéralisme absolument débridé qui commence à se retourner contre lui-même. Il va très fort. Il dit avant le catholicisme, c'est l'esclavage. Après le catholicisme, c'est de nouveau l'esclavage. Oui, exactement. C'était son bouquin. Vous pouvez développer son idée, cette idée ? C'est son bouquin qui s'appelait L'État servile, justement, et qui amenait à voir que un sens de la liberté indissociable justement de la propriété individuelle, ça nous ramène au bouquin sur la propriété, donc qui va paraître bientôt. Alors qu'en Angleterre, il y a seuls certains élus, si je puis dire, très très riches, sont propriétaires. Oui. Les autres sont en location. Oui, disons qu'aujourd'hui, cette question de la propriété, elle est incomprise, souvent mal définie. La question, c'est d'en faire une institution permanente, une institution fondamentale de la nature humaine. Bien sûr. C'est un besoin humain d'avoir quelque chose de chez soi, quelque chose dont on prend soin. Et disons qu'aujourd'hui, dans le monde économique, la propriété atteint des niveaux de concentration, la propriété des moyens productifs en particulier, absolument gigantesques. Ouais. Et donc, Belloc voyait dès son époque le hiatus qu'il y avait entre finalement un système politique dont les institutions étaient basées sur la notion de liberté politique, ce qui est très bien, mais en parallèle, la liberté économique des citoyens... Complètement hypocrite dans la réalité. La liberté économique était complètement et de moins en moins assurée, de moins en moins défendue, parce que c'est la clé, cette question de la propriété. Oui. Aujourd'hui, cette question-là, elle est fondamentale. C'est-à-dire, aujourd'hui, pouvoir comprendre, c'est toute la philosophie distributiste de Belloc et Chesterton pour justement restaurer la propriété, essayer de faire de la propriété privée, de l'homme ordinaire, un des jalons pour essayer de sortir finalement de cette avenue vers l'esclavage qui nous attend finalement, qu'on voit se déployer devant nos yeux. Il démontre parfaitement comment une entreprise peut réduire en esclavage par le salaire son personnel. Et
C'est ce dont un certain nombre de jeunes sont en train de se rendre compte actuellement. Oui, bien sûr, et aujourd'hui on voit tous les courants d'idées finalement qui défendent ce mouvement. Je pense à quelqu'un comme Harari, l'écrivain qui avait écrit Homo Deus et un autre, qui finalement, disons, déclare tranquillement le libre arbitre est terminé. Le libre arbitre est terminé, mais en fait, ces questions-là, cette question de l'esclavage qui vient, cette question de ces mouvements absolument dissociés de toute raison, d'une certaine manière, quelqu'un comme Belloc, Chesterton et d'autres donne la possibilité de les voir et de les comprendre. C'est pas des gens qui sont loin derrière nous. Ils sont devant nous. Ils sont devant nous, ils ont saisi et compris parce qu'ils avaient ils étaient prophètes. Complètement. Leur manière de voir et leurs principes étaient bien ancrés. Ce n'étaient pas des simples humeurs, des modes du moment. Et c'était des gens qui réfléchissaient, qui avaient la raison. C'était des analystes. Oui. Grands analystes. Et bien davantage des combattants. Oui. Bien davantage des combattants. Absolument. Des analystes et des combattants. Ils ont les deux qualités. Ce qui fait que ces gens-là sont assez rafraîchissants à lire et très importants de nos jours. Ce livre, Amis de TV Liberté, c'est vraiment un livre médecine, comme j'ai l'habitude de le dire, parce que c'est un livre qui fait du bien et qui requinque vraiment. Il a, comment dire, l'Église est une chose perpétuellement vaincue, qui survit toujours à ses conquérants. C'est tout de même... c'est bon à entendre. C'est bon à entendre. Oui, c'est bon à entendre. Finalement, c'est une vérité. Il y a quelque chose de... Et alors, cette description de l'Angleterre nous amène tout naturellement au modernisme, puisque notre époque moderne a tout de même été terriblement marquée par l'idéologie anglo-saxonne protestante, du profit à tout craint et du... comment est-ce qu'on peut la définir encore, cette idéologie qui est tellement bien décrite par oui, disons que c'était quelque chose, là encore je vous disais que ce bouquin venait finalement au terme de beaucoup d'études. Belloc avait beaucoup travaillé sur la question de l'histoire du protestantisme et de la réforme, en particulier en Angleterre. Et pour lui, c'était vraiment la question, l'une des questions décisives de notre civilisation. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé au moment de la rupture de la chrétienté et de la réforme. Quel était finalement ce mouvement ? Dans son chapitre, Belloc montre bien que c'était pas quelque chose d'inévitable, c'était pas quelque chose qui était une fatalité, qui devait s'abattre sur les pays européens au XVIe siècle. Mais alors évidemment, il revient sur les causes de la réforme qui sont nombreuses, qui sont réelles. L'Église avait tendance à se figer dans une extériorité, avec des problèmes de corruption et des scandales qui étaient tout à fait réels. Disons qu'un besoin de réforme était nécessaire. En plus, avec une période où finalement la question religieuse était prédominante parmi les populations, avec les catastrophes de la peste noire, du grand schisme. Et ce que Belloc montre bien, c'est que ce processus est non seulement donc très très long, c'est pas quelque chose où finalement, à partir de Luther, les gens se sont faits protestants. Pas vraiment. C'est un long mouvement, et un mouvement finalement dont les répercussions aujourd'hui sont assez terribles, c'est-à-dire que à travers le libre examen, d'une certaine manière, et en généralisant partout la pratique du libre examen, les gens étaient progressivement encouragés à se faire leur propre composition doctrinale. Donc ce qui entraîne... Ce qui entraîne la fin de la religion, de leur religion, puisque si chacun décide, il n'y a plus d'unité nulle part. Oui, d'une certaine manière, après, le relais de l'unité a été pris par les États, en particulier. Et il faut voir toutes les évolutions sociales. Belloc montre bien, et je pense que c'est un de ses apports vraiment intéressants à l'histoire de la réforme, c'est de voir la question morale et de la cupidité, de l'avidité de certaines classes de la population qui finalement ont pu voir la réforme comme un moyen de s'enrichir, de piller les biens de l'Église,
en particulier en Angleterre, mais ailleurs également. Et finalement, de voir que bien souvent, les guerres de religion étaient aussi liées à ces questions de pillage des églises, des monastères. Bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai étudié sur la vie de Sainte-Anne et tous les sanctuaires de Sainte-Anne ont été pillés par les protestants. Tous. C'est curieux, non ? Oui, disons que tout ça a permis à une classe de la population, en particulier en Angleterre d'ailleurs, de s'enrichir et de devenir plus puissante, plus importante que la couronne, que le roi. Ça me rappelle quelque chose, la Révolution. Il y a beaucoup de gens qui se sont enrichis sur les biens de l'Église aussi. Oui, bien sûr. Mais d'une certaine manière, c'est dans la foulée. Et qui ne sont pas, je le rappelle, qui ne sont pas les biens de l'Église, qui sont les biens du peuple de l'Église, du peuple catholique, puisque toutes les églises et toutes les richesses de l'Église ont été offertes à l'Église. Offertes. Vous avez une très jolie définition, et je vais la lire. L'Angleterre, dans laquelle Belloc commence à se faire connaître, est alors un pays au sommet de sa puissance matérielle. Bien que l'ère victorienne touche à sa fin, la sécurité et la cohésion nationale ne sont pas encore menacées. Comme il le précise dans un petit ouvrage sur l'Angleterre contemporaine, son pays est aristocratique, protestant et mercantile. Cela signifie 1. Une oligarchie qui dirige les affaires publiques, contrôle la politique intérieure et la politique étrangère avec l'assentiment des citoyens. Y prédomine 2. Un esprit né de la réaction contre l'autorité de l'Église romaine, suscitant un sentiment de supériorité et une forte méfiance à l'égard de la culture catholique. Et 3. La communauté est organisée pour l'accroissement de la richesse matérielle par l'échange, contribuant à faire de l'argent le seul critère de la valeur civique. Et vous en déclinez que, tout simplement, que il n'y a plus le sentiment patriotique des Anglais est fondé sur leur supériorité. Non, oui, bien sûr. C'est-à-dire que... D'où leur alliance avec la Prusse. Oui, leur alliance, après, qui a duré... leur alliance-rivalité, d'une certaine manière, oui. Justement, pour la Première Guerre mondiale, ils étaient opposés. Mais vous nous faites comprendre, et Hilaire Belloc et vous-même, vous nous faites vraiment comprendre cette mentalité anglo-saxonne à laquelle on se heurte quand même tous les jours. On est quand même dans des mondes très différents. Oui, disons que Belloc était vraiment, en opposition directe et frontale, disons, avec toute cette... C'était quelqu'un de patriote, hein. Il était né en France, anglais, il a décidé d'écrire en Angleterre. Il était très très attaché en Angleterre, mais il était assez il n'était pas très heureux de la voir, se diriger vers un système oligarchique où certaines grandes puissances d'argent décidaient des ressorts de la vie nationale. Enfin, son portrait de l'époque moderne est tout à fait étonnant aussi. Saisissant. Il est saisissant. C'est justement... C'est là où aussi, je vous disais tout à l'heure que c'est quelqu'un qui est devant nous, qui voyait des choses finalement à travers ses principes justes et à travers finalement, que ce soit son érudition ou son caractère, il pouvait sentir et voir des choses qui sont devant nous finalement. Cette question on en arrive presque à une haine de la raison aujourd'hui, avec tous ces mouvements basés sur peut-être certains points vertueux, mais qui évoluent très vite vers l'hystérie. Aujourd'hui, ces mouvements prédominent et en parallèle de ça, des gens qui, là encore, peut-être liés à un certain sens de la prédestination protestante, mais se croient, disons, des élites par nature, disons, et qui vont régenter... Aptes à diriger le monde. Exactement. Et donc, prêts à nier le libre arbitre des populations. La difficulté, c'est nous, en tant que, disons, citoyens ordinaires, en tant qu'hommes et femmes, défendons notre dignité, juste le fait d'être humain. Comme je vous ai dit, le ferment chrétien est la seule garantie d'un ordre susceptible de rester humain. Aujourd'hui, c'est même plus finalement défendre l'Église ou défendre la doctrine catholique. Aujourd'hui, on en est finalement à défendre notre humanité. Ce qui peut justement aujourd'hui, finalement, par rapport
ce qu'il ne faut pas voir dans ce bouquin, c'est presque une dénonciation, je veux dire, du protestantisme et des protestants. Non. Les protestants... Non, c'est pour approcher le meilleur système qui soit. Voilà, c'est-à-dire que la doctrine n'est pas quelque chose de figé. La question, c'est pas d'être doctrinaire, c'est une porte d'entrée vers la révélation chrétienne. Mais il explique pourquoi le protestantisme est un danger. Bien sûr. Par l'histoire. Ce sont des choses qu'on peut voir et qu'on peut constater aujourd'hui, pour qui étudie, pour qui s'intéresse à notre histoire, à ce que nous sommes. Et il déclare quand même que le modernisme, c'est le temps de l'antéchrist. Oui, mais on peut voir, vous savez, le 19e siècle comme le siècle d'un orgueil absolument terrible et terrifiant de gens qui voulaient mettre l'homme à la place de Dieu. Le 20e siècle comme le siècle du châtiment. Avec ces guerres absolument terribles. Peut-être que notre temps est celui à la fois de la confusion et de la persécution. Et de la révélation. Je trouve que, bien sûr. Je trouve que ce livre, le livre de Castellani, je trouve que ces livres sont des livres qui remettent les pendules à l'heure, qui remettent l'Église au milieu du village. Et plus de gens les liront et plus le bien commun et le bonheur commun seront assurés de nouveau. Voilà cette conclusion. Je vous annonce, chers amis de TV Liberté, que vous pouvez trouver ce livre dans la bibliothèque de TV Liberté, dans la librairie de TV Liberté. Merci beaucoup, Hilaire Belloc. Merci. Benjamin Ferrandon. Et alors, à très bientôt pour ce livre sur la propriété. Très volontiers. Qui sera certainement passionnant. Et bonne lecture, chers amis de TV Liberté. Je vous jure que vous allez vous régaler parce que c'est tout à la fois un livre de théologie, de sociologie, d'histoire, d'économie. C'est un fantastique film sur l'histoire de... Ouais, c'est un bouquin complet qui reflète la personnalité, qui reflète la personnalité de l'auteur, qui était vraiment un homme complet, un homme intégral. Un homme complet et tellement honnête et tellement pur que c'en est une figure, c'est presque une figure de saint, je trouve. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Amis TV Liberté, à très vite.